dans le règne de l'impensé. On ne peut pas, bien entendu, élaborer sur la langue de bois sans évoquer ni convoquer l'écrivain britannique George Orwell qui, dans les années 40, publie le roman 1984. Le récit que l'on qualifierait aujourd'hui de dystopie est celui d'un jeune homme, Winston Smith, qui vit dans une société totalitaire, Océania, dont le totalitarisme s'exerce par une surveillance et une propagande. Il va commettre deux actes qui sont interdits dans cette société, tenir un journal personnel et avoir une relation amoureuse avec une jeune femme. Dans le roman, Orwell élabore sur ce qu'il appelle le Newspeak, le novlangue, qui a pour origine le Old Speak, c'est-à-dire l'anglais classique. Orwell nous dit que ce Newspeak deviendra, aux alentours des années 2050, la langue officielle de cette société. Pourquoi une langue officielle ? Tout simplement pour priver les individus des moyens d'élaborer une pensée critique et de se positionner par rapport au pouvoir et de s'opposer à un discours orthodoxe. Il y a de toute évidence un lien de filiation entre le novlangue et la langue de bois. Le novlangue est donc la langue d'origine qui subit de profondes modifications, dans le sens d'une simplification extrême, que ce soit au plan syntaxique, la grammaire, je ne rentre pas dans les détails, ou sémantique, le vocabulaire. Il faut détruire les mots. Et comme disait Orwell, ces mots, on peut très bien vivre sans les connaître. Au niveau sémantique, il s'agit bien de restreindre le choix des mots pour restreindre chez les individus les capacités de penser les choses et d'élaborer sur la réalité. Donc ce ministère va procéder à une destruction d'une majorité de mots, mais aussi à une substitution de certains mots par d'autres mots. Par exemple, pour dire proclamer, communiquer, s'exprimer, etc., on utilise un seul mot, marteler. En fin de compte, les individus disposent dans cette société de trois types de vocabulaire. Un vocabulaire destiné à vivre la quotidienneté, factuel, prosaïque, où chaque mot n'a qu'une seule signification, et l'on ne peut donc en aucun cas faire de la poésie, de la philosophie ou de la littérature. Un vocabulaire dit politique, constitué de mots composés, avec lequel vous ne pouvez rien élaborer. Ou par exemple, tout ce qui a à voir avec des mots comme liberté, démocratie, sont remplacés par un slogan, crime pensé. Et enfin, une série de jargons professionnels, techniques, scientifiques, qui sont parfaitement cloisonnés les uns vis-à-vis des autres, jargons parlés par très peu de monde, puisque ce sont des vocabulaires professionnels. Par exemple, si vous êtes médecin, vous pouvez tout à fait exercer votre métier dans cette société, puisque vous disposez des milliers de concepts techniques médicaux, mais avec lesquels vous ne pourrez rien élaborer. Alors, ce comité de novlangue ? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Tu n'as pas vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au penser direct, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. L'objectif ultime de ce novlangue est non seulement de priver les individus des moyens
d'élaborer quelque chose ou de penser la réalité, mais de les priver de l'idée même d'élaborer les choses. Puisqu'on est dans le règne de l'impensé. Donc dans cette société, la réalité n'a aucune importance. Ce qui est important et ce qui est officiel, c'est ce que dit le novlangue sur une réalité. Comme je vous l'ai dit en préambule, la langue de bois est un discours qui est porté sur une réalité. Dans ce contexte, la communication médiatique est considérée comme plus efficace et plus fiable que la pensée humaine. L'écrivain George Orwell, pour écrire ce roman, s'est inspiré d'une réalité qu'il a connue, donc contemporaine, qui est celle de régimes totalitaires, comme le fascisme, le nazisme, le communisme. Régimes dans lesquels l'exécutif était particulièrement préoccupé par la propagande et de ce fait était entouré d'équipes techniques. La priorité étant bien entendu de faire une propagande qui emprunte tous les canaux, télévisuels, radiophoniques, cinématographiques, littéraires, musicaux, etc. Orwell s'est montré visionnaire par rapport à certains phénomènes. L'évolution des discours publicitaires, propagande, l'apparition de langues techniques comme le globish. Par exemple, le fait que les Khmers rouges au pouvoir ont légiféré sur la langue khmer pour interdire d'expression orale et écrite un certain nombre de mots jugés dangereux pour le pouvoir, mots qui devaient disparaître. Orwell s'est montré visionnaire aussi vis-à-vis de phénomènes contemporains d'ingénierie sociale. Les principales figures de style utilisées par l'émetteur pour structurer la langue de bois. L'oxymore, c'est une figure de style que nous n'utilisons pas quotidiennement. Elle est plutôt dans le registre littéraire et de la poésie en particulier. L'obscure clarté baigne la plage. Cette figure de style est destinée à susciter chez le lecteur la rêverie. Dans la langue de bois, l'oxymore est utilisé par l'émetteur pour complexifier le discours, puisqu'il juxtapose deux mots dont la signification est opposée. Un substantif, un adjectif, et le plus souvent dans un slogan. Révolution tranquille. George Orwell nous donne des exemples dans le novlangue de slogans qui sont fabriqués sur ce mode et qui vont permettre ainsi de cadenasser le récepteur dans un dilemme et de créer de l'autocensure. Par exemple, crime pensé, crime sexe. Vous pensez au sexe, vous pensez au crime, vous pensez au crime, vous pensez au sexe. Pourquoi ? Parce que dans cette société, les relations sexuelles sont interdites, en dehors de la procréation. Mais aussi des slogans comme « la liberté c'est l'esclavage »,« l'ignorance c'est la force ». De manière implicite, l'oxymore est utilisé pour positiver une réalité. Pourquoi ? Parce que quand vous allez enregistrer ce slogan, et quand vous allez vous en souvenir, vous n'allez enregistrer que l'un des deux mots qui a la connotation d'un mot négative. Révolution tranquille, le mot tranquille. Discrimination positive, positif. Par exemple, un économiste dit dans un média « Cette année sera une année de croissance négative », au lieu de parler de récession économique, qui pourrait chez les récepteurs connoter des idées comme faillite, chômage, pauvreté, austérité. Et si, comme par hasard, cet économiste a raison, et si on est dans la merde, comme on dit vulgairement, c'est la croissance. J'avais vu dans une institution une politique intitulée « Diligence raisonnable ».
Alors on peut constater que les publicitaires, les penseurs du marketing et des propagandes ne cessent de fabriquer des oxymores, le plus souvent pour communiquer une image, celle d'un individu, d'une institution, qu'il faut améliorer. Parce que la confiance, le capital confiance vis-à-vis du personnage ou de l'institution se sont érodés. Capital confiance auprès d'un public, d'usagers, de clients ou autres. Voici quelques euphémismes contemporains. L'euphémisme. L'euphémisme est sans doute la figure de style la plus fréquente et une des plus efficaces utilisées dans la langue de bois. L'émetteur utilise l'euphémisme pour adoucir une réalité et la positiver. On dit que l'euphémisme masque la violence. On ne dira pas à un employé que l'on privatise une entreprise, on lui dira qu'on ouvre le capital. Le problème de l'euphémisme, c'est qu'il n'est pas efficace dans la durée. Pourquoi ? Si vous ne pouvez pas dire les choses ou nommer les réalités avec les mots auxquels vous pensez, des mots qui appartiennent à un lexique officiel, vous devez donc nommer cette réalité avec des mots qui vous sont imposés par le groupe auquel vous appartenez et sous les effets de l'autocensure. Ces mots vont donc évoluer avec l'évolution des représentations sociales du groupe, des modes, des tendances et surtout avec des médias qui, comme on dit, amènent du carburant à la langue de bois en renouvelant les mots. Par exemple, auparavant, en évoquant certains pays d'Afrique subsaharienne, on parlait de pays sous-développés, ce qui, chez le récepteur, suggérait aussitôt famine, misère, maladie. Puis on a parlé de voies de développement, puis de tiers-monde, de quart-monde, et quand c'est devenu trop politique, on est passé à autre chose. De manière plus contemporaine, on parle d'émergence. Donc on est passé de la pauvreté, de la misère, à l'émergence qui est un concept technique, qui ne suggère pas grand-chose chez le récepteur. Voici comme illustration ce que nous dit l'humoriste américain George Carlin à propos de l'évolution d'un concept. There's a condition in combat, most people know about it. It's when a fighting person's nervous system has been stressed to its absolute peak and maximum, can't take any more input. The nervous system has either snapped or is about to snap. In the First World War, that condition was called shell shock. Simple, honest, direct language, 2 syllables, shell shock. Almost sounds like the guns themselves. That was 70 years ago. Then a whole generation went by, and the Second World War came along, and the very same combat condition was called battle fatigue. 4 syllables now. Takes a little longer to say. Doesn't seem to hurt as much. Fatigue is a nicer word than shock. Shell shock. Battle fatigue. Then we had the war in Korea in 1950. Madison Avenue was riding high by that time, and the very same combat condition was called operational exhaustion. Hey, we're up to 8 syllables now. And the humanity has been squeezed completely out of the phrase. It's totally sterile now. Operational exhaustion. Sounds like something that might happen to your car. Then, of course, came the war in Vietnam, which has only been over for about 16 or 17 years. And thanks to the lies and deceit surrounding that war, I guess it's no surprise that the very same condition was called post-traumatic stress disorder. Still 8 syllables, but we've added a hyphen. And the pain is completely buried under jargon. Post-traumatic stress disorder. Pour ce qui est de la souffrance au combat, on est donc passé du mot shell shock, qui bien entendu connote chez le récepteur des images fortes, au mot stress post-traumatique, qui est un concept technique qui appartient au champ de la psychologie.
dans lequel il est tout à fait pertinent et où il a ses propres critères. Il en a été extrait pour faire une espèce de mot-valise. Alors ce phénomène est particulièrement intéressant pour l'émetteur de langue de bois, puisque ça va lui permettre de déplacer là où les réponses à des questions dans un champ du savoir qui est voisin du champ dans lequel il exerce. Par exemple, si c'est un politicien, il peut ainsi médicaliser certaines questions. Médicaliser la criminalité, l'échec scolaire, la misère. Si on posait la question de la souffrance au combat à la chose militaire, on pourrait avoir comme réponse « Allez voir le docteur ». Ce sont les scientifiques qui ont la réponse à la question. Donc cela permet ainsi de se défausser de la question de l'imputabilité ou de la responsabilité. Dans les années 60, les autorités soviétiques ont réfléchi au statut des dissidents, des opposants. Et ils se sont dit que ça n'était pas très productif en termes de communication d'en faire des martyrs en les envoyant crever, comme on dit, dans des camps de travail. Ils ont donc eu cette idée originale de médicaliser la dissidence, c'est-à-dire d'interner dans les services de psychiatrie des dissidents, avec un diagnostic posé par un médecin, bien entendu, de connivence, qui participait, comme on dit, à la servitude volontaire. Il faut être, bien entendu, fou ou délirant pour exiger un surcroît de liberté quand on vit dans un paradis socialiste soviétique, et qui permettait ainsi d'isoler des individus de manière indéfinie. Et il est à noter que les dispositifs législatifs russes qui régissaient ces internements étaient quasiment identiques à ceux utilisés en Occident dans des pays démocratiques. De manière explicite, l'euphémisme est donc fait pour faire accepter l'inacceptable. Tel média évoque un conflit dans un pays. Il y aurait eu des frappes chirurgicales avec des dégâts collatéraux dans un centre de soins faisant quelques dizaines de victimes. Au lieu de vous dire que dans ce pays c'est la guerre, les avions ont bombardé un hôpital, il y a eu des dizaines de morts, des civils, c'est donc un crime de guerre. Alors il y a une forme de rhétorique, et ceci est un aparté, qui est proche de la langue de bois, mais ce n'est pas la langue de bois, c'est ce qu'on appelle le discours politiquement correct, qui a en commun avec la langue de bois un usage répétitif d'euphémismes, mais aussi de périphrases. Alors comme vous le savez, ce discours politiquement correct est originaire d'outre-Atlantique, il peut être prédominant dans certains médias, dans certains discours politiques. Il a comme idéologie d'arrière-plan le puritanisme, qui est un courant religieux du XVIIe siècle, nord-américain. Et comme tous les courants religieux, il prône un certain nombre de tabous d'expression, qui, comme dans toutes les religions, concernent trois domaines: le corps, l'hygiène, le sexe, la sexualité, et la mort. Donc trois domaines dans lesquels, comme on dit, il faut y aller sur la pointe des pieds. Politiquement correct engendre, et c'est bien connu, hypocrisie, bien-pensance, conformisme. Vous ne pouvez pas dire à propos de tel personnage, ex-chef d'État, autocrate, tyrannique, criminel, qui serait mort d'une longue maladie. Il a crevé dans la douleur, c'est bien fait pour lui, bon débarras. Vous direz, il nous a quittés. L'euphémisme est un excellent outil pour fabriquer du consensus, de l'autocensure. L'émetteur va l'utiliser pour s'adresser à des publics catégoriels, des groupes de personnes qui seraient marqués par une différence d'ordre physique, aveugle, religieux, politique, ethnique, sexuel.
On est dans un registre des bonnes intentions puisqu'il s'agirait de protéger ces individus d'un effet possible de désignation, de discrimination, voire de persécution. Alors on dit qu'à la fois l'euphémisme masque la violence, mais en même temps qu'il attise la haine. Par exemple, à une époque, on a désigné les personnes atteintes de surdité à la naissance comme étant malentendants. Ils se le sont appropriés. Et puis par la suite, on a inclus dans ce groupe des personnes qui avaient des surdités tardives, partielles, mais qui n'avaient jamais eu l'intensité du handicap que peut représenter le fait d'être complètement sourd à la naissance. Et donc les gens d'origine se sont sentis frustrés, ce qui a engendré de la haine. De même que dans ces groupes qui seraient marqués par une différence, même si la plus grande partie des problèmes qu'ils peuvent avoir au plan, comme on dit, sociétal, sont résolus, il peut demeurer du ressentiment, de la haine, un appel à la mémoire, une victimisation, une judiciarisation des conflits. Et tout ceci peut être entretenu ou manipulé par des personnes à l'extérieur, des leaders d'opinion, des groupes politiques, dont les objectifs n'ont rien à voir avec les préoccupations de ces groupes. Certains parlent alors de tyrannie des minorités. Je vous l'ai dit, l'euphémisme fabrique de l'autocensure. Et la preuve la plus évidente est le fait que dans la langue de bois, il n'y a pratiquement jamais d'humour, ou exceptionnellement. Il peut y avoir de l'ironie, selon le contexte. Pourquoi ? Parce que les metteurs de la langue de bois ne jouent pas avec le langage de manière ludique ou créative. Ils se servent simplement, je vous le répète, du langage comme véhicule pour transporter un certain nombre de choses. Vous êtes dans un groupe où il y a des gens qui font des blagues, vous dites le mariage parfait, un homme sourd, une femme aveugle. Bon, ça peut faire rire, sourire. Mais si vous dites le mariage parfait, alors c'est un homme malentendant qui épouse une femme non-voyante. Il n'y a personne qui vous écoute. De manière implicite, l'euphémisme empêche toute mise en scène des conflits et leur élaboration. Ainsi, cela permet d'éviter toute confrontation ou tout dialogue, qu'il soit public ou privé. Voici quelques hyperboles utilisées dans le langage contemporain. L'hyperbole, comme vous le savez, l'hyperbole est l'inverse de l'euphémisme. Et l'émetteur de la langue de bois utilise cette figure de style pour durcir une réalité. De manière explicite, il s'agit donc de déclencher chez le récepteur des émotions de base, et en particulier la peur. Il faut donc choquer, saisir le récepteur. C'est pourquoi l'hyperbole ne peut fonctionner que si elle surprend le récepteur. Si dans un discours il y a de l'hyperbole, comme on dit toutes les 3 minutes, ça ne fonctionne pas. Et dans le français contemporain, il y a souvent des juxtapositions de certains mots avec des suffixes et des préfixes comme ultra, hyper, méga. De manière implicite, il s'agit donc bien de bloquer l'élaboration, ou tout au moins de ramener l'élaboration au niveau le plus bas. Tel journaliste commente l'actualité à propos d'un mouvement de grève dans un service public qui ne fonctionne plus. Et d'ajouter, les usagers sont pris en otage. Quand on sait les connotations tragiques engendrées par ce vocable, otage, c'est fait donc pour, bien entendu, faire peur. De manière implicite, les usagers dorénavant risquent leur peau.
Je vous informe que la prochaine élaboration sera publiée d'ici 3 à 4 semaines et elle sera centrée sur un thème qui est le suivant: Hollywood et la folie. De quelle manière les metteurs en scène hollywoodiens ont-ils porté à l'écran la folie? Et ceci dans une perspective historique.